Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Les vestiges d'un camp de travail forcé ont été mis au jour sur la colline de Letna à Prague. Dans les années 50, 3 baraquements y ont ainsi hébergé les ouvriers chargés de l'édification de la colossale statue en l'honneur de Staline. En seconde partie d'émission, entretien avec Lena Arava Novotny, une Tchèque qui doit bientôt être ordonnée rabbin au Zacharias Frankel College de Berlin. Bonne écoute de ce programme. Des fouilles préventives entre le socle de l'ancien monument à Staline à Prague et la villa Kramaš, résidence officielle des chefs de gouvernement, ont dévoilé l'existence d'un ancien camp de travail forcé. Les baraquements en bois, dont il reste peu de choses, ont hébergé au début des années 50 les ouvriers chargés de la construction de l'immense statue du dictateur, tous issus des rangs des anciens bataillons auxiliaires techniques, les PTP, qui étaient réservés aux ennemis du régime communiste et à des personnes peu fiables. Jaro probouzí staletou krasavici, zahalí ji do květů a začne vyprávět své vzpomínky. Není to dávno, přišli hrdinové a zachránili Prahu před zkázou. Jen jizvy zůstaly a ty zacelil lid. Náš lid nezapomíná na sovětské hrdiny, kteří ho vedli v jeho práci i boji. Le parc de Letna, qui domine la capitale tchèque, est aujourd'hui un lieu de promenade prisé des Pragois et touristes où, hors pandémie, il fait bon siroter une bière au Biergarten en profitant d'une vue imprenable sur la ville. Si aujourd'hui un métronome s'élève sur la colline entre 1955 et 1962, son socle, qui existe toujours et qui est un rendez-vous des skateurs aujourd'hui, a soutenu le poids d'une des plus grandes statues de groupe jamais érigées en l'honneur de Staline. Les historiens tchèques ont toujours su que ce monument mégalomaniaque avait été construit par ces ouvriers surnommés les Barons Noirs, immortalisés dans le roman et le film éponyme. Ces hommes avaient été condamnés aux travaux forcés et intégrés au bataillon auxiliaire technique, les PTP, une unité spéciale de l'armée chargée de rééduquer les individus considérés comme des ennemis du régime communiste. Mais l'existence de baraquements sur le site des travaux était peu à peu tombée dans l'oubli. Au micro de la radio tchèque, le chef de chantier Jan Hassel de l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences. Tady vidíme, že ten dům, který měl rozměry 10 x 18 metrů, Ici, on peut voir que ce baraquement faisait 10 mètres sur 18. 40 personnes y auraient été hébergées. Il a été rasé au bulldozer jusqu'aux fondations qui ne sont plus visibles que grâce au reste d'une matière isolante à base de goudron qui se trouvait entre la fosse des fondations et la structure en bois. Sinon, les seuls autres vestiges sont ceux des réseaux, les tuyaux de vidange des eaux usées et ceux de l'arrivée d'eau. Ils sont toujours situés plus en profondeur que les fondations et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils n'ont pas été totalement détruits. Které tedy jsou přirozeně ještě hlouběji než ta základová spára a proto tedy unikly tomu úplnému zničení. Les fouilles archéologiques préventives ont été lancées début janvier et doivent se poursuivre jusqu'à fin avril en lieu et place d'un futur réservoir d'eau qui doit y être aménagé. Plusieurs tranchées ou saignées de plus d'1 mètre de profondeur ont été réalisées sur le site, comme l'explique Jan Hassel. Tato skupina řezů je položena tak, aby ukázala stav dochování jednoho z obytných. Ces saignées ont été réalisées de telle manière à ce qu'on puisse voir l'état de conservation d'une des maisons de ce camp de travail. Très peu de choses nous sont parvenues. C'est une règle assez classique. En général, quand un régime autoritaire décide de liquider ce type de construction qu'il a lui-même édifié, il prend un soin tout particulier à faire disparaître au maximum toute trace de son existence. Velmi důkladně záleží na tom, aby stopy těchto areálů zahladil. 120 ouvriers ont été logés dans les 3 baraquements du camp. Jusqu'à la mise au jour récente de ces vestiges, seules quelques mentions écrites datant de 1951 existaient, de même qu'une photo aérienne de 1953 et une séquence d'un film de propagande de 1955 évoquant la construction de la statue et intitulée « Un monument à l'amour et l'amitié ». Proto se rozhodl, že generalisimu Josefu Vissarionoviči Stalinovi, který poslal Praze pomoc v době nejtěžší, postaví pomník lásky, pomník přátelství. V
V roce 1949 Outre les rares vestiges des structures en bois, des objets ont également été retrouvés par les archéologues. Ivana Hrušková est une des scientifiques chargées de classer les débris. Tady dochází k základnímu ošetření a roztřídění nálezového materiálu. Nous nettoyons et trions les débris que nous avons mis au jour. Nous les classons par type de matériel, la céramique de construction comme ces carreaux, des revêtements de toiture ou de la porcelaine. Nous avons également retrouvé du verre. Tous ces vestiges sont classifiés et transmis aux experts qui analysent les matériaux. Tím se taky evidují, aby byla vlastně datovaná ta která vrstva. Cette découverte vient compléter l'histoire très particulière et sombre du sommet de la colline de l'Etna à Prague. Débutée en 1952, la construction de la colossale statue de groupe, ironiquement surnommée à l'époque par les Pragois la file d'attente chez le boucher, s'est achevée en 1955, soit 2 ans après la mort de Staline et 1 an avant le rapport Khrouchtchev dénonçant le culte de la personnalité. L'auteur du projet, le sculpteur Otakar Shvets, s'est suicidé peu avant l'inauguration de son œuvre, un destin tragique qui a inspiré à Elsa Triolet son roman Le Monument, paru en 1957. Il faudra attendre quelques années encore pour que la Tchécoslovaquie commence sa déstalinisation et que les autorités communistes décident de se débarrasser de ce monument de granit encombrant à tout point de vue. Il sera dynamité en novembre 1962. Lena Arava Novotny est en passe d'être ordonnée rabbin au Zacharias Frankel College de Berlin, une institution qu'elle a rejointe après avoir rencontré le mouvement juif Massorti en France. Née à Prague, c'est à Paris qu'elle a renoué avec ses origines juives pour finalement décider de faire son alia vers Israël. En 2005, au micro d'Alexis Rosenzweig, elle est revenue sur son parcours personnel et spirituel qui l'a emmenée dans l'Hexagone juste après la Révolution de velours. J'ai fait la connaissance du christianisme pendant mes études universitaires, ici en Tchécoslovaquie. Et comme c'était quelque chose de nouveau pour moi, je voulais approfondir cette connaissance par les études théologiques et philosophiques, ce qui m'attirait beaucoup. Et donc, je suis partie en France pour commencer des études chez les jésuites au Centre Sèvres à Paris. C'est une université jésuite. Donc, je me suis formée là pendant quelques années et parallèlement... Toute seule? Toute seule. Alors, on part étudier chez les jésuites et on finit par passer Pessah chez les séfarades, c'est ça? Tout à fait. Et je pense que c'est grâce aux jésuites que j'ai dû rechercher mon identité profonde, mon identité juive. Je pense que s'il n'y avait pas des jésuites, je serais restée quelque part superficielle. Et ça a été un choc, l'arrivée en France, juste après la révolution de velours et la chute du communisme pour vous? Certainement, ce qui était pour moi très difficile, c'était de me retrouver toute seule, de me débrouiller toute seule. J'étais entourée tout de même par ma famille ici. Et là, j'étais livrée à la solitude. Ça, c'était difficile, effectivement. Mais le choc culturel, je ne pense pas parce que je connaissais déjà un petit peu de français et puis surtout la culture française m'intéressait depuis ma jeunesse. Donc, c'était pas vraiment un grand choc de ce point de vue-là. C'était plutôt cette solitude qui représentait le choc initial. C'est vous qui avez initié ce retour vers vos racines juives en France ou ça s'est fait par hasard? Non, ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait progressivement, justement par mes rencontres séfarades, je dirais. Parmi les grandes personnalités qui m'ont beaucoup marquée, qui m'ont beaucoup interpellée, c'était le grand rabbin Sirat, l'ancien grand rabbin français. Ensuite aussi le professeur Gérard Nahon de la Sorbonne et notamment doctoresse Josette Cohen, une juive d'origine algérienne très, très fervente. Et ils m'ont beaucoup interpellée, ils m'ont beaucoup provoquée aussi par leur amitié, par les réflexions.
sur mon identité, sur mon parcours. Et tout cela a fait que peu à peu, je me suis approchée tout de même, j'avais toujours un peu peur d'adhérer complètement. Et il fallait rencontrer le mouvement Ma Sortie, justement, pour sortir de cette peur. Ma sortie pour sortir. Racontez-nous alors cette rencontre. C'est un peu la troisième voie, comme diraient certains, c'est-à-dire... Absolument. C'est un chemin entre les deux, une alternative en fait moderne et ouverte de la tradition juive. Donc, je l'ai rencontré, ce courant à la communauté Adat Shalom à Paris, fondée par un rabbin Rivon Krigier, qui est encore aujourd'hui rabbin de cette communauté. Et ce qui était très motivant pour moi, j'ai rencontré non seulement des Ashkénazes qui me faisaient peur, mais aussi des séfarades dans cette communauté des jeunes. En fait, on était des jeunes, on a formé un groupe des jeunes noirs. Et c'était des moments très, très vivants, très, très chaleureux, de la rencontre de ces deux identités à la recherche de sa modernité, comment finalement vivre l'identité juive actuellement, à la fois dans le cadre traditionnel et en même temps avec les ouvertures d'aujourd'hui, avec les signes de temps, comme disaient les jésuites. Et comment a réagi votre famille ici à Prague à ce retour vers vos racines juives? Mes grands-parents, malheureusement, sont décédés quand j'étais à Paris, en fait, pendant mes premières années chez les Jésuites. Donc, c'était des moments plutôt difficiles. Ma famille ne comprenait pas pourquoi j'avais choisi les études chez les chrétiens. Je pense que c'était plutôt difficile. La découverte du judaïsme, de la vie juive réelle en France, je pense que ma mère a vu que j'ai trouvé quelque chose d'authentique et elle m'a soutenue sur cette voie. Elle n'était absolument pas opposée, au contraire. Est-ce qu'elle a également soutenu votre projet d'Aliyah que vous avez réalisé en 2005? Absolument. Elle m'a dit que si ce pays juif m'apporte de la joie et s'il y a une ouverture pour mon avenir, il ne faut pas hésiter. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez trouvé sur place des personnes originaires également de Tchécoslovaquie pour vous aider dans votre intégration en Israël? Est-ce que ça s'est fait par la rencontre de personnes d'autres milieux, un mélange? Alors, l'Aliyah, en 2005, c'était une expérience incroyable. Et je pense que c'est une expérience inhérente du parcours juif moderne, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que tout juif, peu importe son obédience religieuse, son appartenance, il doit aussi avoir une part de son identité en Israël, parce que c'est vraiment une expérience incroyable, une découverte de la multiplicité, d'une très grande richesse que pas seulement le judaïsme, mais la civilisation juive apporte. Et donc, non, les Tchèques, les Tchécoslovaques, bien sûr, j'ai rencontré quelques-uns, les anciennes notamment, parce que les jeunes, il n'y en a pas. J'étais seule faisant Aliyah de l'ancienne Tchécoslovaquie, en fait déjà de la République tchèque à l'époque. Ce qui était un peu triste, en fait, je suis venue tout de même officiellement de la France, parce que j'étais en France, et la communauté qui m'a accueillie à Jérusalem, le lieu de mon Aliyah, c'était la communauté francophone française, et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, je fais partie surtout de cette communauté francophone ashkénaze, majorité, mais aussi séfarade. Et en Israël, on me considère comme partie intégrante de cette communauté. Beaucoup de mes amis français, en fait, se sont établis en Israël depuis. Donc, on a des liens très anciens depuis Paris. En ce qui concerne l'expérience avec les Tchèques, en fait, oui, avec les survivants de la Shoah, Nitzolé Shoah, comme on dit,
que j'ai côtoyé quelques-uns. Mais dans l'ensemble, quand j'ai demandé par exemple une aide aux structures françaises, francophones, ils m'ont toujours renvoyé à mon origine, c'est-à-dire l'identité tchèque. Et la communauté juive tchèque, elle ignore complètement ces rejetons, je dirais, en Israël. Il n'y a aucune relation, aucun lien institutionnel ou entre les Olim en Israël d'origine tchécoslovaque et la communauté juive ici à Prague. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'institution dans laquelle vous étudiez actuellement à Berlin, qui porte le nom d'un homme né en Bohême et connu pour ses travaux, connu pour aussi avoir influencé beaucoup ce mouvement Massorti? Zacharias Frankl, voilà, c'est le nom du collège Massorti à Berlin, qui s'inscrit dans la tradition des écoles Massorti aux États-Unis et partout, en fait aussi en Angleterre, mais surtout aux États-Unis, à Los Angeles. C'est une institution nouvelle à Berlin, qui date 2013 ou 2014, si je me souviens bien, avec le but, en fait, je fais partie de la deuxième promotion, de la deuxième, en fait, on n'est pas encore sorti, promu, mais on fait partie du deuxième groupe en formation. Donc, il y a seulement un an, les premiers rabbins sont sortis de cette communauté, en fait, de cette institution. Quand est-ce que vous allez devenir rabbin? C'est une grande question. Je pense que ce n'est pas seulement question d'études, c'est aussi question d'être mûr, de se sentir prêt, d'avoir un déclic personnellement et aussi en communauté avec les autres. Donc, je pense que, en tout cas pour moi, c'est comme ça. Pour le moment, je ne me sens pas prête. Qu'est-ce qui vous manque? J'ai déjà fait beaucoup d'études. Qu'est-ce qui me manque? Une pratique dans des communautés, parce qu'à Prague, je n'ai aucune communauté où je pourrais exercer une pratique. Donc, j'attends mon départ en Israël, où j'ai déjà en vue quelques stages dans les communautés. À Prague, impossible? Pourquoi? Impossible. Je pense qu'ici, à Prague, comme en République tchèque en général, et dans beaucoup de pays de l'Est, la femme n'est pas encore tout à fait reconnue dans sa dimension, je dirais, religieuse. Les femmes sont encore considérées comme pas tout à fait au niveau pouvoir exercer une autorité religieuse dans le monde juif. Je parle du monde juif. J'ai une expérience d'une communauté en Bohême de l'Ouest. J'ai demandé le président de cette communauté que je considérais comme un ami. Alors, je lui ai demandé de pouvoir faire un stage et il s'est moqué de moi en disant « mais impossible, sauf si tu fasses une opération et tu te ferais opérer pour être un homme ». Donc, ça m'a beaucoup affectée, je dois dire, et parce que je suis très contente d'être femme. Je n'ai pas de problème avec mon identité féminine et je ne deviens pas rabbin pour jouer un rôle d'un homme. Au contraire, je pense qu'une femme, elle a aussi à influencer les communautés, à jouer un rôle en tant que femme normale, je précise. Et donc je pense que c'est une question culturelle, certainement aussi, puis question de fermeture. Les choses ici se passent avec un certain retard par rapport aux tendances occidentales. C'est assez complexe comme situation, je pense, et ça ne favorise pas vraiment la promotion des femmes ici, pour le moment.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités tchèques en français. Bon vent, ahoj.